Les champions, on est les champions. Bon, à rebours des prévisions sondagières, des prévisions médiatiques, acquis à la droite, avec une tendance à surévaluer la droite, c'est l'alliance de gauche qui a remporté les législatives anticipées, décidées par le prince Macron pour balancer une bombe dans les jambes de ses adversaires politiques, comme il l'a lui-même affirmé. C'est donc le NFP qui est sorti vainqueur du second tour, malgré le retrait de tous ses candidats arrivés troisième des triangulaires où le RN était en tête. Plus républicain, tu peux pas faire. En face, quelques députés Renaissance dans la même situation ont clairement préféré faire gagner l'extrême droite plutôt que d'aider un candidat NFP. Décidément, les castors prennent bien trop souvent des vacances. On peut aussi noter que les électeurs de gauche ont largement reporté leur vote vers Renaissance pour faire barrage quand leur candidat s'était désisté dans l'entre-deux tours, alors que l'inverse est moins vrai. Plus républicain que la gauche, tu peux pas. Alors que chez Renaissance, les électeurs, comme les candidats, préfèrent parfois Hitler au Front populaire. Pour qui suit les votes à l'Assemblée, on le savait déjà, mais là, clairement, ça fait beaucoup, les indices s'accumulent. Bref, on a gagné, mais le problème de cette victoire, c'est qu'on n'a obtenu qu'une majorité relative. On le sait, la majorité absolue à l'Assemblée nationale, elle est à 289 députés. Le NFP, soutenu par la gauche dissidente, n'atteint même pas les 200 candidats. Du coup, des alliances semblent nécessaires au sein d'une assemblée hostile. Tellement hostile que le chef de l'État ne veut pas désigner de Premier ministre NFP et que le Sénat se permet de lui emboîter le pas. Les principes républicains ne sont clairement pas du côté de la droite, on le répète. Face à ça, il va falloir gérer plusieurs problèmes. Déjà, deux ennemis très clairs, et ensuite deux inconnus à essayer de démêler. Alors, le premier ennemi, c'est Renaissance. Renaissance, c'est un ennemi de classe. Ce parti soi-disant centriste, que certains droitards considèrent encore comme de gauche, est clairement un parti bourgeois, qui défend coûte que coûte les intérêts des classes dominantes, au mépris des intérêts des classes dominées. En ce sens, c'est un parti ennemi des travailleurs, des intérêts des travailleurs, donc ennemi de la gauche qui cherche à défendre ces intérêts-là. On le dit, le NFP n'a pas que des qualités, mais on ne peut pas lui reprocher que son programme abandonnerait les classes laborieuses ou les classes populaires, bon, c'est deux termes assez synonymes. Et c'est pour ça que Macron refuse d'offrir la chance au NFP d'avoir un Premier ministre et de pouvoir mener le pouvoir législatif dans ce pays. C'est aussi pour ça que Macron mise sur l'enlisement. Il sait que des divisions peuvent avoir lieu à gauche, mais aussi que des unions peuvent avoir lieu plus au centre. Il tente, bien aidé par certaines déclarations de Glucksmann le traite et certains éléphants du PS, d'attirer une partie des sociaux-libéraux vers une coalition. Il sait aussi que le traître Roussel, dont on a entendu certains enregistrements, pourrait se laisser tenter. De l'autre côté, les droitards seront ravis de gouverner alors qu'ils ne représentent que la quatrième force politique du pays. Cette large coalition qui serait qualifiée par les médias de centriste, mais en réalité qui est une coalition de droite, car uniquement dominée par des partis pro-libéraux, pro-capitalistes, pro-UE, peut obtenir une majorité absolue et dirigée, mais à nouveau, ce serait contre les classes populaires et ce serait insupportable après des années et des années et des années de casse de tout ce qui était social en France. Deuxième ennemi, le RN. Alors le RN reste plutôt droit dans ses bottes. Factuellement, c'est un ennemi de classe aussi. Dans sa manière de voter les lois en France comme en Europe depuis des années, c'est un parti bourgeois. Alors c'était pas forcément clair pour les électeurs RN, souvent bernés par des petits effets de manche, genre on va abroger la réforme des retraites, on va réduire telle taxe, on va aider tel secteur économique. Sauf que là, c'est intéressant, plus le parti se rapprochait de Matignon, plus il abandonnait ses leurs et se recentrait sur un programme économique clairement similaire à celui de Macron. Mais en attendant, pourquoi je disais que le RN est droit dans ses bottes, c'est qu'il ne s'allie pas avec la grande coalition libérale, en tout cas officiellement dans les médias, car il a compris quelque chose. Ses électeurs en ont marre de ce qu'on appelait jadis l'UMPS, aujourd'hui du macronisme. Bref, du centre mou, du libéralisme, ils veulent du changement.
Et si cela ne passe pas par l'aspect économique, car ça a l'air d'être bloqué du côté du RN, au niveau économique, on fera la même chose que Macron, et bien cela passera par une politique xénophobe et autoritaire. Et là-dessus, le RN ne transige pas. Il capitalise même là-dessus, ne soyons pas dupes. Ses électeurs veulent de l'autoritarisme et veulent de la xénophobie. Néanmoins, ce côté droit dans ses bottes, ce côté je ne vais pas vers le centre, ça doit être un enseignement pour nous à gauche. C'est la rupture dont une large partie de la population a besoin, qu'une large partie de la population appelle de ses voeux. C'est donc une faute politique de replonger une fois encore dans la coalition libérale, centriste, molle, qui n'avantage finalement que la bourgeoisie. Et pour cela, la gauche va avoir besoin de la société civile, et ça va faire partie des deux inconnus dont on va parler tout de suite. On est donc face à un problème à deux inconnus. D'abord, les potentiels ennemis de l'intérieur. On en a parlé tout à l'heure. Glucksmann, Roussel, mais aussi pas mal de têtes plus ou moins connues à l'intérieur des partis, mais aussi du côté des électeurs, dans le PS, chez EELV ou du PC, ne sont pas si solides que ça sur leurs appuis. Ils ont eu beau participer à l'élaboration du NFP, en posant certaines conditions, ce qui est tout à fait légitime, mais ce qui a réduit l'aspect radical du programme. Ils ont eu beau gagner des circonscriptions grâce à cet accord, au détriment de LFI. Ils continuent à voir en LFI un ennemi et non une solution. Et donc, de voir Renaissance comme une solution et non un ennemi. Et ça, c'est un véritable problème, à la fois politique, c'est-à-dire dans les politiques concrètes qui seraient menées, mais aussi stratégique, on l'a dit tout à l'heure, et je vais y revenir. Depuis que Mélenchon a quitté le PS, il n'a cessé de progresser, toujours plus à gauche et toujours plus haut dans les résultats. C'est donc pas seulement une victoire de l'homme Mélenchon, c'est une victoire de la gauche véritable, celle qui veut faire rupture, amender réellement le capitalisme, le remettre en cause et ne pas simplement adopter, adapter toutes les réformes libérales qui sont proposées par les institutions internationales, l'Union européenne, etc. Cette politique, cette ligne, c'est aussi une victoire des femmes et des hommes qui subissent ce capitalisme dans leur chair et se rendent compte qu'il les détruit, se rendent compte aussi que voter peut avoir un impact et ne se laissent plus émouvoir par les commentateurs, les personnalités médiatiques, les éditorialistes qui font de LFI l'extrémisme, le diable, la fin de l'histoire, etc. Non, LFI, c'est le début de l'histoire. C'est une histoire qui veut faire rupture, avec Jospin, avec Hollande. Une rupture avec cette gauche qui n'est objectivement plus de gauche, car elle dit oui à toutes les innovations du capitalisme, toutes les réformes libérales et ne se préoccupe plus de celles et ceux qui en crèvent. Face à ça, vouloir diriger à tout prix pour faire passer 2-3 réformettes de gauche, quitte à le faire avec Renaissance, c'est recréer l'UMPS dans la tête des électeurs, notamment du RN. C'est recréer le macronisme. C'est donc renforcer le vote RN en 2027. 1. Ça n'apportera rien aux gens à court terme, et 2. Ça leur fera perdre gros à moyen terme. Au contraire, être solide sur notre gauche, cela nous renforce pour dans 2 ans, quitte à ne pas obtenir grand-chose tout de suite. Mais au moins on le fera avec dignité, en montrant que nous aussi à gauche, on peut incarner la rupture, l'autre monde, le fameux « on n'a jamais essayé », le fameux « anti-système », etc. Et ça peut aussi nous permettre de regagner des voix à l'extrême droite. Finalement, les voix qu'on peut regagner, c'est chez les milieux populaires de l'extrême droite, ce ne sera pas chez la bourgeoisie qui vote Macron ou les Républicains. Et afin de garantir cette solidité à la gauche de la gauche, on ne peut pas compter seulement sur LFI, c'est notre deuxième inconnu. LFI sort quand même un peu affaibli de ce scrutin. Pas en victoire relative, mais au total, au global. On a donc besoin de la société civile. On a besoin d'associations, on a besoin de syndicats, on a besoin de médias alternatifs. Tous prêts à déborder LFI par la gauche, à la dédiaboliser, mais le faire aussi pour lui donner de la force. Vraiment dans une logique de fenêtre d'Overton où le fait que certaines propositions plus de gauche donnent l'impression de déradicaliser LFI. C'est déjà le moment. Il faut organiser des tables rondes, des réunions de quartier, des grèves et des manifs quand l'occasion se présente, des squats, des happenings, à chaque fois que nos adversaires nous en donneront l'occasion. C'est justement sur ça que je vais insister dans un deuxième article qui viendra très rapidement. Comptons les uns sur les autres,
aidons-nous les uns les autres, abonnons-nous les uns aux autres, partageons ce que font les uns et les autres. Je reviens bientôt. Peace.